Bonjour tout le monde, bienvenue à Option Région. Aujourd'hui, une entrevue avec deux auteurs qui ont écrit un volume qui s'intitule « Rêver le territoire ». On parle avec Geneviève Dorval-Douville et Jean-François Gingras. À Option Région, aujourd'hui, on reçoit Geneviève Dorval-Douville et Jean-François Gingras qui ont écrit un livre que j'ai trouvé très intéressant qui s'intitule « Rêver le territoire » et c'est aux éditions Somme Toute. Bien, tout d'abord, merci beaucoup Geneviève et Jean-François. Geneviève, tu es gestionnaire de projet, autrice, auteure, on pourrait dire, spécialiste en partenariat et en politique publique. Et Jean-François, tu as étudié en sciences de la gestion, tu es auteur aussi, technicien en planification des effectifs. Et tous les deux, vous avez été membres d'organisations non partisanes, des organisations politiques, mais non partisanes, dont Génération d'idées et Orphelins politiques, qui ont été des organisations qui proposaient des solutions politiques, mais sans devenir un parti politique. Puis, ce qui m'a surpris, c'était de voir que vous êtes des gens de la ville et vous écrivez sur le territoire. J'ai été agréablement surpris de voir des gens qui devraient avoir peut-être des préoccupations plus urbaines, mais dire « Non, c'est pas juste ça, le Québec. » là. Pourquoi vous avez publié un livre sur le territoire du Québec? Bien, je suis content que vous l'ayez apprécié, d'une part. C'est le fun de voir que ça se lit, que ça se parle et que ça se transmet. Le territoire... Je reviendrai sur l'aspect de la ville plus tard, mais le territoire, on a fait trois premiers trios de livres. Les deux premiers thèmes, c'était l'éducation et la santé, qui sont très techniques, très lourds. Il y a des chiffres, des conjonctures économiques. On voulait comme troisième thème quelque chose de beaucoup plus inspirant qui nous amenait à ouvrir les fenêtres, à rêver un peu, à prendre le large. Et le territoire particulièrement, on l'a adressé parce que c'est un élément. Le territoire, c'est très précis, c'est très flou, mais c'est un item qu'on trouve rarement dans les essais, dans nos réflexions quotidiennes. On parle beaucoup d'argent, d'emploi, de routes, d'infrastructures, mais le territoire qui pourtant est si important puis qui nous caractérise fortement est très peu abordé. Et on voulait vraiment donner une introduction, c'est une vision, notre lecture de l'état de notre territoire. Puis en même temps, on trouvait qu'il y avait une méconnaissance aussi des uns et des autres. Parler de la ville, hein, on reste en ville, mais ça exclut pas que le Québec est grand et qu'il faut en mesurer l'ampleur. Donc, le discours s'articule souvent autour de conflits. On parle souvent de Montréal contre les régions, les villes contre les villages, et pourtant, on a des défis qui sont très similaires quand on s'y attarde un peu. Ils ne s'expriment pas pareil, comme la mobilité. On a tous besoin de se transporter. Ça ne s'exprime pas de la même façon à Montréal, à Sherbrooke, d'où on vient, qu'à Péribonka ou encore à La Chute. Mais franchement, on a ces enjeux-là qui sont communs. L'étalement urbain, ça prend différentes dimensions, mais l'agriculture, donc on s'est aperçu qu'on avait des défis communs, mais qu'on méconnaissait un peu la réalité de différents milieux. Donc, je vous ai donné une porte d'entrée. Mais justement, par rapport à la question de la méconnaissance, là, dans votre livre, il y a une préface là, de Gérard Baudette, qui est professeur à la Faculté d'aménagement de l'Université de Montréal, qui écrit que les Québécois et les Québécoises ont une méconnaissance profonde du territoire et qu'il y a une indifférence largement partagée quant à son état et à son avenir. Ce que nous dit Gérard Baudette, c'est que les Québécois et les Québécoises ne connaissent pas le Québec, puis ils s'en sacent, dans le fond, ça ne les dérange pas. Pourquoi vous pensez, qu'est-ce que vous pensez de sa déclaration, puis pourquoi c'est comme ça présentement? À plusieurs égards, il y a certainement raison, parce que lorsqu'on regarde un peu l'histoire récente, quand est-ce qu'on se préoccupe collectivement de notre territoire, puis des différents aspects? Quand est-ce qu'on se mobilise vraiment? Donc, quand il y a un projet de creuser une mine, on veut un BAP. Ça, c'est très précis. Quand on parle d'étalement urbain, bien, dans la région de Montréal, il y a 10 terrains de football par année qui disparaissent sur l'étalement urbain. Bien là, on a de la réglementation du zonage, mais quand est-ce qu'on réfléchit à ce qu'on veut faire, à ce qu'on veut devenir? Même chose pour l'agriculture, hein, qui a l'air d'un enjeu rural ou de campagne, mais l'agriculture, on parle de quotas, de zonage, mais c'est autrement une politique de développement économique, c'est de l'occupation de territoire, c'est de la vitalité de différentes communautés, mais c'est rare qu'on s'occupe de ces préoccupations. Donc, à cet égard-là, il y a certainement raison. Par contre, pourquoi il y a une certaine méconnaissance?
quand on y réfléchit un peu, on acquiert une base mince en histoire et en géographie dans notre parcours scolaire. Québécois et Québécoises, on a une introduction très légère. On a des régions administratives, 3-4 rivières et quelques dates d'histoire. Ça se corrige un peu, mais c'est une mince introduction. Alors, puis on parle d'histoire, mais il y a une émission à Télé-Québec qui commence, Québec avec un K, qui a l'air vraiment très intéressante. Mais dans la promo, c'est peut-être un symptôme de ça, du pourquoi. La promo de l'émission, c'était les animateurs disaient on tente de rendre l'histoire intéressante. Alors, on est loin du compte. Tu sais, si on tente de rendre ça intéressant, c'est qu'on présuppose que ce n'est pas du tout au début ou que les gens peuvent le percevoir comme pas intéressant. Et pourtant, c'est quand même, on parle quand même de nos fondements, de ce qui nous distingue, de là où est-ce qu'on habite. Je veux dire, ça devrait normalement nous intéresser. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des moyens de rendre ça intéressant pour tout le monde. Tu sais, même en télévision, tu sais, c'est plus rare qu'on voit des émissions qui vont mettre en valeur notre territoire, dans le fond, alors que je pense que c'est quelque chose qui peut clairement nous intéresser. Puis, tu sais, moi, je pense qu'un des risques de ne pas plus s'intéresser à ça aussi, c'est que d'autres s'y intéressent à notre place. Ça, c'est pas toujours à notre avantage. Oui, exactement. Mais aussi, c'est que, dans le fond, ce que je comprends, c'est qu'on est tous chacun dans un petit bocal, là, puis il y a des petits bocaux un peu partout au Québec, mais il n'y a personne qui est capable de s'élever au-dessus de ça puis de voir que, dans le fond, toute l'immensité. C'est plus facile de s'occuper d'une petite affaire que d'avoir une vision globale. C'est quand on disait penser globalement, agir localement. Là, j'ai l'impression qu'on pense localement puis on agit localement, mais il n'y a pas la vision plus globale. Ben oui, puis on dit des fois dans le livre qu'on est tous sur le même bateau. Il serait peut-être temps qu'on se mette à tous ramer dans le même sens. Ouais. On dépend tous les uns des autres. Ouais. Là, donc, il faut qu'on s'entraide pour avancer comme société, dans le fond. Puis quant au pourquoi, je rajouterais un dernier élément. Si on est dans le même bateau, c'est vrai. Puis c'est vrai qu'on a l'air dans des petits univers, mais je trouve qu'on a des outils de base qui ne sont pas suffisants. Puis maintenant, on pourrait amener nos décideurs à avoir un discours en ce sens-là aussi. Oui, bien c'est sûr aussi que peut-être que ça vient d'en haut. Peut-être que les messages qu'on a sont peut-être pas très rassembleurs. Mais vous citez, entre autres, Serge Bouchard, que j'aime bien, qui connaît le territoire québécois, qui est anthropologue, qui dit qu'entre autres, que pour aimer un territoire et en être fier, bien, il faut d'abord le connaître puis le fréquenter. Bon, on vient de dire que les Québécois et les Québécoises ne connaissent pas le territoire, ça fait qu'ils ne peuvent pas en être fiers. Comment est-ce qu'on fait pour essayer de faire connaître davantage puis de faire aimer? Comment est-ce qu'on fait pour changer cette situation-là du fait que les gens ne connaissent pas le territoire, ils ne l'aiment pas? C'est pas fort là, comme situation, là. Oui, disons qu'on part de loin, puis cette citation-là nous a beaucoup inspirés parce que nous, quand on a commencé à écrire le livre, on voulait parler un peu de, dynamiser le territoire, le connecter, tout ça, puis on se rendait compte, en fait, que c'est comme s'il nous manquait une étape préalable, qui était comment développer quelque chose qu'on connaît pas, tu sais, dans le fond, qu'on n'apprécie pas, qu'on s'approprie pas, qu'on sent pas comment ça nous distingue. Donc, tu sais, dans le fond, c'est pour ça qu'on a écrit une partie du livre justement sur cet apport-là du territoire à notre culture, à ce qu'on est, à ce qui nous façonne. Puis, en fait, dans le fond, comment on peut le connaître, pour répondre à votre question, bien, c'est qu'en fait, bien, on peut agir sur différents plans, mais d'abord, c'est sûr qu'il y a toute la question de la recherche, tu sais, mieux connaître notre flore, notre faune, notre géologie, nos cultures, notre histoire, tu sais, ça, c'est sûr que ça aide à établir des bases solides, à savoir ce qu'on doit préserver, ce qu'on peut développer. Mais il faut aussi compter sur les ressources locales parce que c'est ceux qui connaissent le mieux les atouts territoriaux. Mais il y a beaucoup une question de transmission après ça de ces connaissances-là parce qu'on a beau connaître, mais il faut que ces connaissances-là se rendent jusqu'aux gens qui sont susceptibles de porter des projets, qui sont susceptibles de porter ça plus loin pour leur région, pour le Québec. Et puis ça, bien, ça se fait via, bien, évidemment, on en a parlé tantôt un peu de l'enseignement initial, mais aussi en formation continue dans les cégeps, à travers des conférences, à travers des offices de tourisme, à travers toutes sortes de lieux d'échange où est-ce que les gens peuvent s'échanger d'informations. Donc, c'est très important aussi que ces informations-là circulent pour que la personne qui peut avoir peut-être l'idée qui va amener ça plus loin puisse en être consciente et s'appuyer sur ces recherches d'informations-là, s'appuyer pour le propulser plus loin. Et on dirait aussi comment c'est en même temps, le territoire, c'est vaste, il y a toutes sortes d'angles, mais on pourrait dire que tous les acteurs ont un rôle à jouer. L'État, bien sûr, via des politiques, des règlements et toutes sortes d'autres outils, des leviers de développement, mais ça tient aussi aux décideurs de différents secteurs d'activité. Là, c'est pas simple. On prend l'exemple de la télévision. Bien,
une bonne façon de connaître et de transmettre un peu les connaissances du territoire, c'est de se voir, de se voir illustré à l'écran. Il faut s'identifier à quelque chose. Comme juste en télévision, c'est aussi une décision des décideurs, des programmeurs. Est-ce qu'on privilégie des séries tournées dans des intérieurs où on débloque un peu de budget pour nous voir? C'est Sophie Lorrain qui en parlait. Elle est productrice, elle dit c'est impossible pour moi de tourner au Bas-Saint-Laurent ou en Gaspésie ou ailleurs. C'est beaucoup trop cher. Mais maintenant, c'est le territoire et les caractéristiques culturelles, mais de paysages et des gens qui nous entourent, qui nous permettent de nous distinguer aussi. Quand on parle de produits, mais ultimement, vendre un produit, c'est vendre quelque chose qu'on pense unique et qui se distingue de la masse. Donc, il faut qu'on retrouve cette unicité-là à travers les produits, la recherche. On parle de la télévision, la production artistique, on est quand même bien... Donc, ça dépend. Les comptables ont beaucoup à faire là-dedans, les juristes. On parle de loi pour organiser notre territoire. Donc, ça, c'est un élément extrêmement important. Donc, des juristes peuvent certainement spécialiser en droit des ressources naturelles, en droit du territoire. Puis, oui, les employeurs dans les cadeaux qu'ils vont faire à leurs employés, oui. Les gens aussi au quotidien dans les choix des vacances où est-ce qu'ils vont aller faire découvrir à leurs enfants Cuba ou les Laurentides, ben c'est tout ça aussi. Donc, tu sais, il y a vraiment chacun un rôle de choisir d'acheter un produit, un alcool du Québec, un produit régional, tu sais, dans le fond, de choisir de découvrir ça puis de mettre ça dans nos assiettes aussi. Donc, on a un rôle à jouer. Peut-être que, vous parlez des voyages à Cuba qui sont pas chers, c'est pas pour rien que les gens vont là, mais peut-être qu'au Québec, on devrait avoir une politique que si tu voyages au Québec durant tes vacances, ça peut être déductible en partie sur l'impôt. Il faudrait qu'il y ait peut-être un incitatif. Non, bien, tu sais, c'est clair. Les gens, ils choisissent souvent un prix aujourd'hui. Là. Ça fait que là, ben, si tu veux avoir un prix, ben, peut-être que ça prend des incitatifs. Mais en même temps, faire des vacances au Québec, ça revient quand même moins cher que de prendre l'avion pour aller dans le sud. Je comprends que c'est pas très cher d'aller dans le sud, là, 600, 800 piastres, des 1000 piastres, tu sais. Sauf que ça reste que quand même de louer un chalet ou c'est pas nécessairement beaucoup plus, tu sais, c'est parce que là, ça, c'est par personne. Là. Fait que si on part pour une famille de 4, mine de rien, t'en as un Mousus de beau chalet dans le nord. Bien d'accord que pour pour 4000 piastres, tu vas avoir un chalet, tu vas avoir le top, comme on dit. Ben, c'est bien. Vous dites dans votre livre là, qu'au Québec, on célèbre nos artistes, nos sportifs, nos entrepreneurs, puis on en connaît, là, puis il y a des émissions de télévision là-dessus. Là, mais vous dites que lorsqu'il est question de la revitalisation d'un village par les élus ou par la population, c'est ce qu'on appelle silence radio. On n'entend pas parler de ça. C'est un peu, dans le fond, comme s'il y avait des vedettes, mais quand on arrive, mettons, à des succès dans un village, ça compte pas. Pourquoi c'est comme ça? Puis, qu'est-ce qu'on fait avec ça, là? Bien, on parle des succès dans un village, mais même dans des villes. À vrai dire, on pourrait ajouter à ce lot-là des gens qui interviennent dans leur milieu, les bonnes nouvelles en général. Ça passe un peu à la trappe. De façon générale, il n'y a rien comme un bon drame ou une histoire de rédemption pour toucher nos cordes sensibles. Donc, c'est un phénomène un peu... c'est pas unique là, à des histoires de succès dans des villages. Puis ce qui nous a un peu fait réfléchir, c'est quand on recherchait pour le livre des exemples. On voulait vraiment illustrer nos propos pour ne pas rester dans la grande théorie, les grandes idées. Et on est tombé sur plusieurs recherches, mais elles sont minces. Puis il y avait un village, entre autres, qui s'est bien distingué, Saint-Camille en Estrie, qui a fait tout un travail de revitalisation puis qui peut être vraiment donné en exemple. Mais curieusement, les gens qui ont contribué à ça, on ne les a pas vus, puis on consomme l'actualité de façon assez grande. Là. Donc, c'était notre souhait. On se disait, pourquoi est-ce qu'on ne connaîtrait pas des gens, des acteurs des milieux qui règlent un problème, qui solutionnent, qui ont un impact très structurant pour une collectivité. On a beaucoup d'histoires personnelles, d'histoires d'entreprise, mais quand même, une collectivité a relevé un défi. Et on trouve ça très intéressant. C'est cette recherche-là qui nous a mis un peu la puce à l'oreille. C'est un peu comme ça. Si on parle de Véronique Yvon, qui est une députée vraiment de grand talent à l'Assemblée nationale, bien, elle n'était pas connue. Et elle a relevé des défis dans sa communauté, puis pour notre collectivité là, au niveau du Québec. Mais c'est comme ça on la connaît maintenant. Mais elle est partie avec son combat, ses contacts et ses discussions, puis voilà. Puis est-ce que le fait qu'on connaisse moins ça, est-ce que ça a un rapport aussi avec l'étiolement de l'information régionale? Ça, c'est à méditer. Je n'ai pas de réponse définitive, mais je lance ça dans la discussion. Est-ce que le fait qu'on ait moins
de médias dans les différentes régions, collectivités, amène moins d'histoire aussi à la lumière ou à la discussion. Mais ça, par rapport à la question des médias, là, moi, je me suis aperçu que je croyais qu'avant ça, les médias nationaux ne s'occupaient pas des régions, mais je me suis aperçu que, dans le fond, c'est pas ça le problème, c'est qu'il n'y a pas de médias nationaux. Il n'y a que des médias montréalais qui sont diffusés nationalement. Et je me rappelle d'avoir téléphoné à la presse parce qu'il n'y avait pas parlé d'une affaire importante au Lac-Saint-Jean, puis la responsable de la presse m'avait dit « Pauvre M. Trottier, on n'a même pas assez de place pour parler de toutes les nouvelles de Montréal. Comment voulez-vous qu'on parle des nouvelles du Lac-Saint-Jean? » C'est ça le monde dans lequel on vit, là. Bien, cette diffusion-là, à mon avis, reprend beaucoup du fait de l'étiolement puis il y a des guerres de médias au fil des années. Mais en même temps, je pense qu'il y a des signes, il y a des petits signes que ça peut changer. Il y a par exemple le magazine Tour du Québec, je ne sais pas si vous connaissez, qui 2 fois par année prend l'ensemble des régions du Québec, puis met la lumière sur des acteurs, oui, des entrepreneurs, mais tant du domaine économique, social, gastronomique. Donc ça, c'est une bonne initiative. Puis un projet de balado qui s'en vient au mois de février, piloté d'actualité, un balado diffusion d'actualité, piloté par Fred Savard, la mission, c'est de sortir de Montréal. Donc, il y a une sensibilité puis une volonté qui commence à faire, à être présent. Donc, il y a des signes quand même d'encouragement. Mais c'est un peu pour ça. Mais ça reste encore comme peu par rapport, c'est ça. C'est malheureusement, puis c'est pas nécessairement diffusé à la hauteur de ce que ça pourrait ou devrait l'être. Puis, tu sais, pourtant, Dieu sait qu'on en aurait besoin de ces bonnes nouvelles-là. Tu sais, si on veut bâtir notre fierté et être fier de ce qu'on fait au Québec, bien, il faut être fier de ce qu'on fait partout au Québec. Donc, au quotidien, être au courant. Dieu sait que ça nous ferait du bien comme collectivité d'entendre des bonnes nouvelles, justement, sur ce qu'on fait. Oui, bien, c'est sûr que ça, il y a un problème à ce niveau-là, là, que les mauvaises nouvelles sont pas mal plus importantes que les bonnes. Là. Ça, c'est triste, là, mais on bâtira pas... Ça, c'est pas nouveau non plus, hein, alors... Non, malheureusement. Mais disons qu'à Option Région, on essaye d'amener des bonnes nouvelles. On essaye de trouver des solutions. Oui. Bon, dans les dernières années, il a été beaucoup question d'identité, là, de toutes sortes de facettes. On a parlé de laïcité dans l'identité, on a parlé d'égalité d'hommes-femmes. Mais dans le fond, c'est que là, la relation avec le territoire, qui serait supposé d'être quelque chose de fondamental au Québec, là, parce qu'on est un immense pays, on pourrait dire, un immense territoire. Mais ça ne rentre pas dans la question de l'identité, en tout cas du moins jusqu'à maintenant, ou très peu. Pourquoi est-ce que la question du territoire n'est pas débattue quand on parle d'identité québécoise? Mais ça, c'est quelque chose de vraiment spécial, de vraiment bizarre. Puis ça vient peut-être, entre autres, du fait qu'on veut vraiment se distinguer du reste des gens d'Amérique du Nord par notre côté français, notre langue française, dans le fond. Fait qu'on est beaucoup on dirait qu'on se définit beaucoup en opposition par rapport au reste du territoire nord-américain qui parle anglais. Mais pourtant, moi, c'est l'inverse. Je suis allée en France, puis là, on se dit, on parle français, tu sais, ça devrait bien aller. Hey, le choc culturel, là, il est solide, là. Vraiment, là, on n'est pas pantoute dans la même société. Les codes sociaux sont complètement différents. Les rapports hiérarchiques sont beaucoup plus rigides, vraiment. La mobilité sociale n'est pas la même, tout ça. Puis ça, c'est lié à notre territoire. En fait, on s'en rend pas vraiment compte, mais on est beaucoup plus nord-américain que français. Même si on ne voudrait peut-être pas l'admettre parce qu'on se définit en opposition par rapport à ça. Mais vraiment, quand on regarde ça, puis c'est pourtant des caractéristiques de notre identité dont on est extrêmement fiers. Tu sais, tout le côté vraiment de l'esprit d'initiative, de prendre des risques, des entrepreneurs, tout ça. Puis tout le côté, puis ça, tout le côté aussi de mobilité sociale. Tu sais, essayer de changer de branche quand on est aux études en France, c'est une bonne chance, là. Mais ici, c'est quelque chose de facile. C'est même vu souvent comme un atout, dans le fond, parce que ça nous rend polyvalents. On a des compétences dans différents domaines, puis c'est intéressant sur le marché du travail. Donc, alors que là-bas, c'est plus un obstacle qu'autre chose, en fait. C'est beaucoup lié aussi à notre lien au territoire. Ça ne semble pas, mais c'est parce qu'on est arrivé ici sur un territoire qui était immense, en fait. Et puis là, il y avait peu de gens. On dépendait beaucoup plus les uns des autres que ça pouvait l'être dans la société très, très organisée qu'on avait en France. Les gens partaient dans le bois, coureurs des bois, pendant des mois. Ils faisaient leurs affaires avec les Autochtones, puis ils revenaient, ils négociaient leur peau qu'ils avaient récupérée. Puis, en fait, c'était quasiment des travailleurs autonomes, là, dans le fond. Là. Donc, il y avait une espèce de liberté sur le territoire, une capacité d'essayer des choses, de prendre l'initiative, de prendre des choses en charge qu'on ne pouvait pas avoir autrement. Puis, il y avait une capacité aussi de peut-être
supérieur à ce qu'on pouvait trouver en France, d'améliorer son sort, d'atteindre une position sociale différente. Évidemment, là, c'est pas des miracles quand même, mais sauf que ça reste que c'était peut-être plus facile d'atteindre une position différente que ce qu'on pouvait observer dans la société très organisée qu'il y avait à l'époque en France, puis qui est encore le cas aujourd'hui. Donc, on voit encore le cas aujourd'hui. Bien, c'est vrai que ce que vous dites, que dans le fond, notre côté un peu libertaire provient sans doute du fait que nos ancêtres avaient une grande liberté sur ce territoire-là, parce que dans le fond, les gens qui sont partis de France, c'est les gens qui voulaient changer de société pour créer quelque chose de nouveau. Oui. OK. C'est ça. Puis la fuir aussi, là. À certains égards, oui, tu sais. Fait qu'ils ont créé quelque chose de vraiment nouveau ici. Puis c'est ça, donc ce rapport-là au territoire, le fait d'avoir bûché nos tu sais, dans le fond, nos terres pour les avoir développées, tout ça est parti vraiment système D, là, complètement, là, dans le fond. C'est d'avoir passé les hivers, les hommes qui partaient dans le bois, les femmes qui restaient à la maison. On s'entend qu'au niveau de l'organisation sociale, on est dans autre chose, au niveau des rapports de dépendance entre les familles, entre elles, tout ça. C'est sûr que ça a façonné énormément notre territoire, notre façon d'être, beaucoup plus qu'on pourrait le penser, en fait. Ouais. Puis, c'est sûr que ça rend notre société extrêmement différente de ce qu'on peut observer dans l'Europe. C'est sûr que les hommes et les femmes qui ont bûché leur lot à force de bras, il devait avoir un sentiment d'appartenance pas mal plus grand que quelqu'un qui est dans un condo dans n'importe où, là, qui était construit par quelqu'un d'autre. Là, ça ne peut pas être la même affaire. Mais c'est important de savoir qu'il faut que ce territoire-là soit présent dans notre réflexion parce que c'est ça notre pays. Ça va bien? Ici, on travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français. Gilles Vigneault a une belle chanson, là, « Mon pays, c'est l'hiver ». Mais vous dites que c'est pas juste l'hiver, que le Québec, c'est 4 saisons, puis même que ça va jusqu'à définir certaines politiques au Québec du fait qu'on a 4 saisons. Est-ce que vous pouvez en dire plus par rapport à ça? Bien oui, certainement. On parle des saisons, mais il y a la saison, le climat, le relief aussi, le paysage relief qui change beaucoup d'une région à l'autre. Sur 2 millions de kilomètres carrés, là, ça varie grandement. Mais on a juste à penser aux politiques de sécurité civile, par exemple. De mémoire, c'est en 2017 où à peu près 30 des villes au Québec ont subi des inondations au printemps 2017. Bien, nous, on doit faire face à ces possibilités. Donc, on a établi des politiques de sécurité civile. Donc, c'est des gens qui sont mobilisés, qui préparent des plans. Il y a des budgets. On parle beaucoup d'indemnisation. Il y a des budgets aussi d'entretien du réseau routier, qui est de nature vraiment, qui est très étendue puis de nature différente, là. Entretenir en montagne, dans les vallées ou en ville, c'est pas la même chose. Donc, on développe des expertises en politique publique. Ça affecte des budgets, bien sûr. On a juste à penser au calendrier de l'année scolaire. Ça fait 70-75 ans qui est très stable, mais ça a souvent bougé en fonction de la saison des récoltes. On avait besoin des enfants à l'époque pour partir les travaux puis récolter les différents produits. Bien, l'année scolaire s'est ajustée au fil des années. Là, c'est beaucoup plus stable parce qu'on a toutes sortes de moyens différents. Mais il ne faut pas oublier ça, que ça a influencé ces politiques-là. Puis si on recule juste un peu, 2 exemples faciles, mais il y a une centaine d'années, 120 ans, toute la politique de développement économique des fromageries et des beurreries. Donc, le gouvernement envoyait des agronomes dans les différentes régions pour encourager la transformation de deuxième phase, puis encourager de la diversification économique, vitaliser des villages, créer des liens entre les agriculteurs. Bien, c'est des politiques publiques. Ça dépend de ce qu'on peut élever chez nous. On a regardé ce qui était nos ressources, notre élevage et notre configuration de territoire. Puis la colonisation, c'est qu'il ne faut pas oublier. Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, c'est des gens de Charlevoix grandement qui sont débarqués là dans les années 1840 à 60. Donc, c'est des politiques publiques qui ont été encouragées, des grandes politiques de transport, de chemin de fer vers les Laurentides, entre autres, l'Abitibi, dans les années 30. La famille de mon grand-père est allée en Abitibi. Des urbains finis qui débarquent là-bas, ça a été une catastrophe, mais c'est des politiques publiques qui ont été montées en fonction du territoire et des objectifs qu'on y voyait à l'époque. Donc oui, ça influence beaucoup, beaucoup nos politiques. Puis ça fait jamais des lois qui font les nouvelles, des budgets, puis des grandes annonces à coups de milliards, mais ça a une influence certainement à toutes les années dans les politiques et les décisions qu'on doit prendre au niveau d'organisation politique. Tu sais, même à Montréal, le sujet numéro 1, pendant l'hiver, c'est souvent la neige. Là, on n'est plus capable d'aller dans les rues et de stationner. Ça, c'est quelque chose qu'on observe ici, mais à un moment donné, quand il y a assez de neige, là,
les autos, ça rentre juste plus. Là. On n'est plus capable de mettre les autos dans les rues, tu sais, donc ça a une influence c'est ça. C'est le contexte ici, donc, ailleurs, c'est autre chose. Là, si la ville ramasse pas la neige assez vite, là, ça va pas très bien aller pour elle immédiat. Puis aussi, souvent, on va dire que l'hiver est trop long ou c'est difficile. Puis c'est sûr qu'en ville, c'est pas très intéressant l'hiver parce qu'il y a moins d'activité. Mais s'il n'y avait pas 4 saisons, on serait probablement différent d'aujourd'hui. Je ne suis pas certain que si on avait juste l'été, qu'on serait satisfait de ça ou juste l'hiver. Je pense que, tu sais, puis au printemps, on est content, on est de bonne humeur, on reprend vie au printemps, là. Ah non, mais vraiment, là, on se rend pas compte à quel point on est chanceux, là, ça rythme, là, tu sais, on attend le temps des sucres, tu sais, les premiers bourgeons après ça, tu sais, bon, les premiers signes de l'été qui commencent, puis là, ça y est, là, c'est les terrasses partout, tout le monde est dehors, les festivals qui succèdent à un rythme incroyable partout au Québec, je veux dire, extrêmement coloré, tout le monde est dehors. Puis là, tout d'un coup, là, le printemps arrive, là, on en profite pour aller faire... L'automne, pardon, oui. Arrive, on en profite pour aller faire des randonnées pendant qu'on voit nos magnifiques couleurs, tout ça. Puis là, on commence tranquillement à se replier, on ferme la piscine, on ferme le barbecue, tout ça. On se replie. Puis tu sais, on cuisine pas la même chose l'été que l'hiver. On s'adapte aux produits. Donc, ça marque notre quotidien de façon beaucoup très, très, très fort, en fait. Puis c'est toute une richesse, en fait, là, de voir ça, de suivre les produits pendant tout l'été, selon, tu sais, le blé d'Inde arrive, là, tu sais, là, ça y est, là, c'est la saison des épluchettes, tu sais. Ça rythme énormément notre quotidien. Puis là, tout d'un coup, la neige arrive et Noël arrive, puis on repart dans le ski, puis puis peut-être que ces changements-là de saison, peut-être que ça fait qu'on est plus ouvert à certaines choses du fait qu'on est toujours un peu dans un mode de changement. Peut-être que ça fait partie de notre ouverture d'esprit. C'est ainsi que se termine notre émission. La semaine prochaine, on a la deuxième partie de notre entrevue sur Rêver le territoire avec Geneviève Dorval-Douville et Jean-François Gingras.